Voilà, bah, il est 14 heures. Je vous propose de démarrer, hein. On va tenir notre promesse. On démarre à 14 heures. Donc, bienvenue à ce 9e webinaire dans la série des webinaires de la semaine 42. Cet après-midi, on accueille Lauriane Messinger et Isabelle Husser qui vont nous parler de social selling. Isabelle en tant que témoin praticienne et Lauriane en tant qu'experte. Donc le webinaire est prévu pour une durée d'environ 1 heure. On peut déborder un peu s'il y a des questions ou des sujets à approfondir. La procédure est toujours la même. Merci de couper vos micros, de poser vos questions à travers le canal de chat. Lauriane et Isabelle pourront y répondre si elles le souhaitent au fil de leur intervention ou alors concentrer leurs réponses à la fin du webinaire. Et si la discipline est respectée, on pourra également basculer en audio en fin de séance. Voilà, donc merci Lauriane et Isabelle pour le temps que vous consacrez au webinaire. Et Lauriane, je te donne la parole. Merci beaucoup Jean-Marc et merci à Isabelle en tout cas d'être témoin et de collaborer en fait à ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Je pense que c'est un bon moyen aussi de pouvoir brosser d'une façon assez générale ce qu'est aujourd'hui la stratégie de social selling et on va dire plus précisément comme on va l'appeler la stratégie de digitale. Donc, pour me présenter rapidement, je dirige la société LMCP, spécialisée donc en stratégie commerciale, marketing et digitale, où je vais accompagner donc les entreprises de toute taille sur voilà, des volets de réflexion stratégique, de mise en œuvre et déploiement voilà, sur ces 3 piliers qui sont fondamentaux en entreprise. Donc, dans ce webinaire, on va essayer d'être le plus interactif possible. Je vous ai préparé quelques slides qui reprennent un petit peu les fondamentaux qu'on va retrouver dans une stratégie digitale et de social selling. Et je ferai intervenir donc régulièrement Isabelle Husser pour qu'elle puisse vraiment nous faire part de son côté pratique et de son expérience au travers de ces différents canaux et de la manière aujourd'hui dont elle communique pour la structure qu'elle représente. Donc, au niveau du sommaire, ce qu'on va voir pour vous redonner un petit paysage d'ensemble, c'est donc ce qu'est le social selling, la définition, sachant qu'il n'y a pas de définition, on va dire, type, mais il y a plutôt, on va dire, une définition que chacun va s'approprier. Le fonctionnement, révolution digitale, aujourd'hui ce qu'on va appeler la TAWAD, le blurring, comprendre un peu le média social et comment on positionne sa communication en fonction du canal. Comment j'intègre une stratégie de social selling dans ma stratégie globale, les réseaux, comment on organise sa transformation, ce qu'on va se poser comme question en fonction du degré de maturité de l'entreprise, et enfin, ce qu'on va en retenir. Voilà, ce qu'on en retient d'une façon générale, ce que vous en retiendrez vous, je dirais, au regard de votre activité, de la taille de votre entreprise. Isabelle, jusque-là, tu es OK? Je suis. C'est parfait. Super. Donc, au niveau social selling, la définition, sachant qu'il n'y a pas de définition en tant que telle, c'est chacun va pouvoir l'interpréter, encore une fois, comme il l'entend. Qu'est-ce que c'est? C'est l'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour développer sa visibilité, partager son histoire, ses valeurs, interagir avec sa communauté et générer des mises en relation. Littéralement, ce terme social selling veut dire vente sociale, donc comment je vais vendre au travers des réseaux sociaux. Ça vient plus des États-Unis, c'est pas forcément aujourd'hui, je dirais là où il faut positionner le curseur, puisque c'est chez nous vendre sur les réseaux sociaux d'une manière, on va dire intrinsèque, n'est pas forcément le but et c'est pas forcément bien perçu. Donc il y a une prise de hauteur par rapport à cette toi, tu donnerais une définition au regard de ton expérience, de ce que tu peux vivre au travers de ta communication, au travers de ta structure. Comment est-ce que toi tu pourrais Selling. Ouais.
Nous, c'est vraiment, Je vais peut-être présenter le club. Ouais, présente le club. Comme ça, le club des ETI est le club des ETI Grand Est, comme son nom l'indique, regroupe des ETI. Donc, la définition d'une ETI, c'est de 250 à plus de 5000 salariés. Et ce club a été créé fin 2018, début 2019 et comporte aujourd'hui une quarantaine de membres. L'objectif de ce club, c'est bien entendu partager et mobiliser les chefs d'entreprise et les défendre sur des sujets qui préoccupent aujourd'hui tous les chefs d'entreprise, les accompagner dans les problématiques de formation, de recrutement, d'innovation, de communication et tout ce qui va avec. Le social selling aujourd'hui pour nous est très important parce que c'est un moyen de communiquer et quelque part une capacité de s'adapter aux exigences actuelles du marché. Parce que on n'avait pas de site internet, hein, on n'a qu'un an et demi d'existence, et c'est vraiment aujourd'hui effectivement partager des informations et pouvoir échanger avec les membres et avec les autres canaux possibles de communication. Ok, donc merci en tout cas Isabelle. Ce qui est vraiment intéressant dans ce que tu dis, c'est justement on sort un peu de du sens premier social selling. Là, on est vraiment là pour ancrer votre présence en tant qu'expert dans l'environnement sur un sujet donné. Voilà. Donc et c'est de ce fait-là, voilà, que vous allez pouvoir sous forme d'un peu d'inbound marketing, si je puis dire, de stratégie de contenu, d'aller attirer finalement des nouveaux membres pour vous rejoindre. Voilà. Et au-delà de ça, de diffuser une information très utile pour les ETI. Exactement, les ETI et souvent les autres entreprises également en profitent. Vont en profiter, tout à fait. D'où la pertinence d'utiliser un canal comme LinkedIn, par exemple. Complètement. Sur ce sujet. Ok. Social selling, l'histoire. Alors, je vous ai préparé une petite slide. Donc, Jean-Marc vous mettra à disposition, bien sûr, la présentation, parce que là, on n'a pas forcément une lecture très facile, mais c'était juste pour vous donner une rétrospective en fait de l'histoire du social selling et qu'effectivement cette partie de se déployer, de communiquer au travers des différents canaux qu'on a pu avoir au travers des siècles, a donné à chaque canal, à chaque temps finalement sa manière de communiquer avec effectivement une hausse de la communication via les réseaux sociaux depuis 2002. Hein, on a eu vraiment cette mise en place de communication sur différents canaux aujourd'hui. Je pense que vous connaissez tous, qui va être LinkedIn, Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, TikTok, voilà, pour une population qui va être bien plus jeune et qui est plus à consonance, on va dire, ludique que déploiement entreprise. Au niveau du social selling, donc pour en donner quelques contours, ça va être une technique marketing qui va reposer sur différentes pratiques, qui consiste donc à utiliser les réseaux sociaux pour interagir avec ses prospects et améliorer bien sûr ses ventes. On sait qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a un réflexe dans un acte de préachat, c'est d'aller voir finalement si le produit en ligne, de voir simplement dans le cadre d'une prestation de service ce que va faire la société en question pour pouvoir se renseigner finalement et puis se rassurer. Voilà, donc ça permet en tout cas de faire une préqualification, de se renseigner sur son contact en amont de l'achat. Avec une stratégie qui se matérialise principalement via les réseaux sociaux, mais qui est une stratégie qui s'intègre dans la stratégie globale. Aujourd'hui, très important, la stratégie digitale n'est pas une stratégie unique en soi. Il y a plusieurs canaux qui vont permettre aujourd'hui de communiquer et il ne faut surtout pas gommer une stratégie au profit d'une autre. Ça, c'est vraiment important et un prérequis. Tu peux nous citer, Isabelle, quelques autres stratégies que vous mettez en place au niveau du club qui complètent la stratégie digitale, puisque ça a été un vrai enjeu de rentrée. Quelles sont aujourd'hui les autres stratégies que vous mettez en place ? Alors, pour la communication du club, elle est la presse. Effectivement, quand il va y avoir un événement, on essaye de faire en sorte que la presse relaye cet événement. Et ensuite, au jour d'aujourd'hui, elle est vraiment
j'allais dire, interne. Ça reste un club, le club des ETI, c'est un club, un partage d'informations. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui misé sur le social selling pour pouvoir un petit peu faire connaître et le club et aujourd'hui tout ce qu'on peut proposer et tous les outils et tous les outils possibles à travers ce social selling et derrière pouvoir grâce à ces outils pouvoir mesurer un petit peu l'impact qu'on peut avoir. Tout à fait. Ok. Donc au niveau, ça complète bien effectivement au niveau social selling, hein, ça permet vraiment d'humaniser l'image de l'entreprise et de booster les réputations. C'est effectivement ce que tu disais. On a aujourd'hui cette capacité sur différents supports, la presse ou autre, de donner un message sur le canal digital. On va être en mesure aussi d'interagir de manière plus rapprochée aussi avec ses cibles. On le voit même dans le cas, alors on le voit sur LinkedIn parce qu'on a un couple profil-page, hein, on a un profil qui va derrière donner un mouvement vers un engagement de communauté, développer sa cible, qui peut être répercuté ensuite vers un suivi d'une page entreprise. On voit aussi un public d'influenceurs, par exemple, se développer notamment sur un support comme Instagram. Donc c'est vrai qu'on a une proximité avec sa cible qu'on n'a pas forcément sur d'autres canaux de communication plus classiques, mais qui peuvent aussi apporter voilà, un complément à cette stratégie. On travaille également comme on l'appelle, professional branding et personal branding, bien sûr. Ça, c'est en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de l'objectif de chacun. Si on a une petite structure, qu'on est à son compte indépendant, on ne va pas forcément communiquer avec les mêmes objectifs qu'une société qui peut être PME, voire ETI, donc qui va avoir des enjeux différents, puisque derrière, il y a un collaboratif, il y a des salariés. Voilà, il peut y avoir plusieurs enjeux au niveau de la communication, toujours à mettre en cohérence avec ses objectifs et la taille de l'entreprise. Tous ces points, en fait, la méthode de social selling permet, au-delà je dirais, de bêtement copier un concurrent, ça permet de s'ancrer en tant qu'expert vraiment dans un environnement et permet aussi de toucher une cible qu'on ne toucherait peut-être pas sur d'autres canaux. Voilà, de compléter une cible ou du moins d'être aussi un facilitateur de prise de contact sur certaines cibles qu'on ne toucherait pas sur d'autres canaux. Voilà, donc là aussi. Je dirais même que c'est ça. Pardon, je voulais rajouter, pour moi, ça permet effectivement d'avoir des échanges, en temps réel ou presque, plutôt que de faire une simple communication descendante, comme dans la presse, par exemple. Tout à fait. Et puis ça permet aussi, au-delà de ça, à notre cible d'être en contact régulier, c'est-à-dire au-delà d'avoir juste un communiqué de presse sur un support, d'avoir une communication régulière, donc de nous voir finalement de manière régulière passer dans le fil d'actualité. Et ça, c'est quelque chose qui permet aussi de créer finalement un lien naturellement et une certaine régularité, donc une assurance par rapport à une présence. Voilà, c'est aussi à force de régularité qu'on ancre sa visibilité. Donc, social selling, voilà, le petit schéma, donc qu'est-ce que c'est c'est pour vous donner un petit peu la vision globale de ce qu'on peut appeler social selling avec quelques points clés. Et ça permet d'avoir une vue d'ensemble au niveau des avantages, au niveau de ce que c'est, au niveau des clés d'un bon social selling, sachant qu'encore une fois, prenez toute la mesure toujours de ce qu'on vous donne comme bonne et mauvaise clé. Je pense qu'il n'y a jamais de stratégie toute faite, il n'y a jamais de paroles absolument exactes dans ce domaine, mais on est vraiment aujourd'hui sur une stratégie avec laquelle vous allez pouvoir prendre une certaine base, on va vous donner des clés, et derrière c'est à vous d'appliquer, et puis de la dessiner en fonction de vos attentes et de vos objectifs, encore une fois. Donc ça, c'est vraiment important de garder à l'esprit. Chaque fois qu'on va vous parler social selling, qu'on vous suggère les bonnes et les mauvaises choses, réfléchissez toujours à est-ce que ça s'applique pour moi ou pas, est-ce que ça s'applique pour mon entreprise. Ça, c'est un prérequis. Au niveau donc du schéma global, marketing, de l'engagement à la génération de leads, marketing et vente, on sait que c'est deux domaines qui sont totalement corrélés. Donc, ça permet d'avoir un meilleur et donc je passe le message à la bonne
génère forcément une transformation. Alors, ça peut être, voilà, quand vous voulez vendre, ça peut être sur le produit, sur de la présentation, sur voilà, une adhésion, un message. Encore une fois, la finalité, c'est finalement d'avoir que l'objectif fixé correspondre finalement aux résultats que vous voyez apparaître. Voilà. Et un engagement, comme le disait très justement Isabelle, un engagement qu'on va pouvoir mesurer aussi en fonction de statistiques qu'on prend avec une certaine mesure, mais ça permet quand même de donner des indicateurs. Isabelle, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à cette expérience marketing-vente? C'est tout bon pour toi? Non, rien de particulier. Okay. Alors, je vous ai indiqué quelques chiffres clés. C'est toujours intéressant d'avoir un peu un barème. Chiffres clés qui viennent en fait de l'étude Intuiti, la Post Solution Business, qui est une bonne étude qui avait été faite sur justement des barèmes de social selling avec donc les professionnels B2B qui sont ouverts à la discussion sur les réseaux sociaux. Il est vrai qu'aujourd'hui, un décideur que vous voulez approcher sur la partie digitale est parfois plus ouvert à la discussion parce qu'il a la capacité de répondre finalement quand il le souhaite. C'est moins invasif et intrusif qu'un appel téléphonique en premier contact. Donc ça peut donner des succès effectivement plus prononcés, et du moins c'est encore une fois un facilitateur. J'insiste bien, on n'est pas là pour juste ajouter des personnes au niveau de son réseau et de ne pas interagir. L'important, c'est quand même toujours de pouvoir transformer l'essai, comme on dit, donc de pouvoir passer du virtuel au réel, donc de pouvoir engager sa cible. Au niveau d'autres chiffres clés, donc les échanges sont-ils moins commerciaux sur les réseaux sociaux que sur d'autres supports? Donc vous voyez un petit peu les typologies de réponses. Oui, majoritairement, on est plutôt d'accord. Sur les réseaux, tels qu'ils soient, on a un échange qui est quand même sur plusieurs typologies d'expertise, à savoir ce qui met en mouvement, l'émotion, donc les valeurs humaines, l'ADN, l'histoire. Vous avez votre expertise, vos gammes de produits, votre environnement. Donc encore une fois, ne jamais focaliser uniquement sur un contenu froid, un contenu qui derrière ne reprend pas d'humain, parce que c'est là où vous pourrez avoir une lacune en termes d'engagement. Quand on implique des collaborateurs, qu'on montre aussi les valeurs humaines qu'on peut défendre et qu'on déploie sa stratégie finalement telle qu'on est sur le canal digital, on a beaucoup plus d'engagement parce qu'il y a une contextualisation. Et ça, c'est un point clé, c'est de le réfléchir. Hein. Une stratégie de développement digital se réfléchit dans sa ligne éditoriale, dans son ADN et dans le déploiement. Voilà, on anticipe un peu pour se dire, voilà, comment aujourd'hui je vais pouvoir communiquer sur les différents piliers qui représentent mon entreprise, qui me représentent. Voilà. Au niveau, alors, social selling, qu'est-ce que c'est? Ça va être adapter ses méthodes de vente aux nouveaux comportements d'achat, client, qui est désormais hyper connecté. On peut travailler effectivement de l'achat complexe B2B. Alors oui, in fine, le principe de pouvoir donner, prendre des contacts, avoir un outil facilitateur, transformer du virtuel au réel, permet aussi d'ouvrir des opportunités de business, de pouvoir travailler ensemble. Voilà, il faut apprendre à donner avant de recevoir, donc écouter sa cible, écouter finalement ce qu'on a à vous dire avant de vouloir prendre. Ça, c'est très important. C'est un point fondamental sur lequel il faut vraiment travailler. Aujourd'hui, on le voit dans des exemples concrets, dans une structure de communication où on va être très invasif en termes commerciaux, acheter nos produits, nous sommes les meilleurs, ça passe mal, ça passe pas, c'est froid, ça ne touchera pas finalement votre cible parce que comment pouvez-vous être sûr qu'à ce moment-là, votre cible a un besoin spécifique sur ce produit-là? Écoutez-la avant effectivement de vouloir absolument vendre. Hein. Le social selling permet aussi de travailler des projets et des solutions complexes. Donc, on sort aussi, comme dit, de la stratosphère uniquement vente, de suivre votre parcours client, de faire de la veille, de voir un petit peu comment interagissent des sociétés que vous souhaitez approcher. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être très instructif, de voir comment l'environnement évolue et d'échanger avec une variété d'interlocuteurs. Hein, comme le disait Isabelle, c'est vraiment de pouvoir créer un vrai partage, une notion d'échange. Et ça, c'est quelque chose de fondamental par rapport à... Moi, c'est vrai que mon expérience via le LinkedIn, par exemple, j'ai pu approcher
des entreprises, des chefs d'entreprise ou d'autres fonctions au sein de l'entreprise, grâce à LinkedIn et grâce au fait, ce que tu disais tout à l'heure, qu'ils ne sont pas obligés de répondre instantanément. Hein. Moi, j'ai reçu des réponses en disant, voilà, votre entreprise pourrait certainement venir au club et y trouver son compte. Et j'ai reçu des réponses plusieurs jours après de chefs d'entreprise qui m'a dit, je suis intéressé, comment est-ce qu'on fait? Mais il y a eu un échange et il y a eu un temps de réflexion. Et c'est vrai que grâce à LinkedIn, en tout cas, j'ai pu réussir à les contacter, alors qu'avec le téléphone, c'était moins évident. Tout à fait, je pense qu'il y a une représentation aussi quand tu contactes via LinkedIn, on voit tout de suite, finalement, tu vas pouvoir donner une première image de l'entreprise que tu représentes, etc. Il y a une dynamique un peu plus forte qu'un coup de fil où derrière, on doit se connecter, on va avoir le réflexe d'aller se connecter, d'aller voir tout de suite ce que fait l'interlocuteur. Là, on est un peu en live et encore une fois, on a la capacité de répondre finalement à toute heure. On élargit la possibilité de partage et d'échange. Au niveau social selling, donc les quelques idées un peu préconçues et idées fausses, c'est pour la prospection uniquement, ça remplace le téléphone et c'est LinkedIn. C'est ce qu'on disait un peu plus haut. Mesure de vigilance, le social selling, c'est pas une stratégie toute seule miraculeuse qui fonctionne en 2 jours. C'est vraiment une stratégie moyen-long terme. C'est quelque chose c'est encore une fois un déploiement qui se réfléchit, qui s'analyse pour passer à l'action. Voilà, il n'y a pas d'erreur possible, il faut passer à l'action parce que c'est l'action qui va vous donner les meilleurs retours, le retour terrain. Par contre, ne pas remplacer encore une fois une stratégie au profit. Dans une entreprise, on a besoin de différentes approches et la stratégie digitale en fait partie, le commercial aussi, la gestion de la relation client, tous ces points, tous ces maillons s'embriquent ensemble. Donc là, encore une fois, rester vraiment prudent par rapport à ces points-là. On en parlait un peu plus haut, donc la révolution digitale, un bouleversement qui est induit par les nouvelles technologies. La transformation digitale, on en parle depuis maintenant quelques temps, et c'est ce qu'on appelle aussi transformation numérique. Alors, ça désigne le processus qui permet aux entreprises d'intégrer toutes les technologies digitales et qui vont être disponibles en fonction de leur activité. Gardez à l'esprit que la transformation digitale, c'est avant tout aussi d'impliquer vos collaborateurs, d'avoir envie de la mettre en place, peu importe votre degré de maturité en la matière. C'est pas question aujourd'hui de se dire est-ce qu'on doit y aller ou pas, mais c'est comment on y va. Comment on y va, est-ce qu'on a envie d'y aller? Est-ce que est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à y aller? Est-ce qu'on a suffisamment mesuré les ressources qu'on a disponibles en interne? Est-ce qu'on a réfléchi à l'externalisation ou pas? Où est-ce qu'on en est dans la digitalisation à cet instant et quels sont nos objectifs? Où est-ce qu'on a envie d'aller? Voilà. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de sujet préconstruit là-dessus. Moi, si je peux vous faire un retour d'expérience, pour travailler dans l'industrie, l'industrie est un petit peu plus en retard. Par contre, c'est des gens qui ont vraiment envie d'y aller, il y a des valeurs, il y a un ancrage fort, il y a une expertise, donc c'est très intéressant. Quand ils ont décidé d'y aller, ils mettent vraiment tout en œuvre, avec peut-être le peu de connaissances qu'ils ont, mais il y a une motivation. Et ça, c'est très important. On sent qu'il y a un plaisir à vouloir y aller. Ça, c'est quelque chose de fondamental aussi. Tu as un retour par rapport justement à la nature des secteurs d'activité au niveau du club des ETI? Certaines sont beaucoup plus en avance que d'autres au niveau de la culture digitale, Isabelle? Oui, complètement. Alors, ça dépend aussi de l'histoire de l'entreprise. Absolument. Si c'est une entreprise familiale avec le passage de génération en génération où il y a encore des anciennes générations qui sont dans l'entreprise, ça se fait pas forcément naturellement. Ça dépend du type d'industrie aussi. S'ils vendent des produits un peu high-tech, qui ont besoin de se mettre à la page sur le marché, des produits électroniques par exemple. Oui. Mais d'une façon générale, les entreprises, les ETI ont pris vraiment conscience de l'importance de cette transformation numérique au sein de leur entreprise. Mais encore une fois, c'est ce que tu disais, la question, c'est pas de savoir
quand on va y aller, mais ils savent qu'ils doivent y aller. Après, c'est par quel bout on y va. Absolument, ouais, c'est ça. C'est souvent ce qui angoisse en fait. Hein. Ouais. C'est un peu le point fondamental. Comment j'y vais? J'ai peur de perdre du temps, j'ai peur de me perdre, je ne suis pas sûre que mes salariés suivent. Enfin voilà, on a plusieurs questions assez récurrentes qui reviennent sur ces sujets. Mais c'est intéressant. En tout cas, c'est intéressant voilà, d'avoir ton retour par rapport justement à cette prise de conscience générale, mais voilà, à différents stades en fonction de l'histoire des entreprises. Hein. Au niveau, donc, voilà, révolution digitale, on y vient, à Tawad. Donc, je pense que, je ne sais pas si vous connaissez tous l'acronyme, mais voilà, j'imagine que beaucoup le connaissent. Donc, c'est utilisé pour l'expression Anytime, Anywhere, Any Device. Alors, déposé par Xavier Dalloz. Pourquoi cet acronyme? Parce qu'aujourd'hui, on est capable, anytime, de se connecter à un système d'information 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, si on le souhaite, on ne se déconnecte pas. Anywhere, donc on peut se connecter n'importe où. C'est vrai qu'avec tous les réseaux sans fil, etc., qu'on peut avoir, les capacités qu'on a aujourd'hui à être couverts, on est capable finalement d'être connecté partout. Et Any Device, puisqu'aujourd'hui on a une multitude d'objets connectés. Donc on peut se connecter à notre ordinateur, à notre mobile, aux tablettes. Enfin, une diversité assez incroyable d'objets pour se connecter et rester connecté. Donc, il faut aussi faire la part des choses par rapport à cet esprit d'hyper-connexion, d'ultra-connexion, d'infobésité. Toutes les informations en fait, qu'on reçoit, est-ce qu'elles sont vraiment indispensables? Est-ce qu'on peut faire un tri? Est-ce que voilà, on les prend avec une certaine prise de hauteur? Voilà, c'est important aussi de mesurer en fait l'information qu'on reçoit et d'en conserver des positives et des perspectives. Ne pas toujours tout prendre au premier degré, faire très attention aux fake news aussi, puisque qui dit infobésité dit forcément des sujets qui sont lancés qui ne sont absolument pas vérifiés ni prouvés. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important à bien prendre en considération. Blurring, donc là aussi, un terme qui désigne la porosité des univers, puisqu'aujourd'hui, on a une difficulté entre la sphère privée et professionnelle. Pourquoi? Moi, c'est un sujet que je vais rencontrer et je demanderai après à Isabelle de partager son expérience. Moi, je le rencontre en fait au travers des entreprises que j'accompagne. Quand je vais avoir un public de commerciaux, elles vont me dire, bah voilà, moi, créer un profil, etc., d'accord, mais j'ai déjà beaucoup de tâches à faire, puis j'ai pas envie que ça touche ma sphère privée. C'est quelque chose qui arrive très, très régulièrement et je peux le comprendre, c'est tout à fait légitime. Donc, c'est aussi de savoir qu'au travers d'une stratégie digitale, on ne force personne et on ne peut forcer personne à créer un profil pour l'entreprise. C'est quelque chose qui est une donnée personnelle. Donc, c'est aussi, ça doit venir du salarié et c'est d'où l'intérêt finalement dans cette construction de stratégie de vraiment l'impliquer. De lui montrer les notes positives que cela peut apporter et de ne pas contraindre. Contraindre, c'est très souvent perdre les gens. Donc, il faut, je dirais vraiment, je dirais, arriver à impliquer, à inspirer et à donner le premier souffle pour que, naturellement, les collaborateurs deviennent aussi des ambassadeurs et partagent, et envie de partager. Voilà, soient fiers aussi de l'appartenance qu'ils vont pouvoir donner à cette transformation digitale et social selling. On a également le rapport au temps. Comment on va fidéliser aujourd'hui les consommateurs s'ils oublient ce qu'on a fait pour eux dans le passé, puisqu'on a aujourd'hui un consommateur qui est peu captif. Comment mesurer la satisfaction client d'une expérience passée si le client oublie aussi vite? Là aussi, c'est très important comme je vous le disais un petit peu plus haut dans la présentation, vous avez certes un développement à faire sur la partie de transformation digitale, mais n'oubliez pas vos clients, n'oubliez pas les autres stratégies. Votre client, c'est votre premier prospect. Donc, continuez bien à bien le suivre, à lui demander des retours, à l'écouter. Ça, c'est très important puisqu'il va vous apporter, dans un souci d'amélioration, des données qui vont vous être utiles pour justement recadrer de manière cohérente votre stratégie. Et comment anticiper les attentes d'un consommateur, voilà, qui est surtout dans le présent, parce qu'on a aujourd'hui encore une fois, cette infobésité, beaucoup d'informations qui arrivent en même temps, et il est difficile parfois de faire le tri. Voilà, donc là aussi, prendre l'information qu'il nous faut et d'être suffisamment percutant pour justement développer une communication qui puisse toucher
et dans lesquels votre cible peut aussi se projeter. Voilà. Et ne pas tomber forcément dans le côté fear of missing out, c'est-à-dire peur de passer à côté de quelque chose d'important. Vu le nombre d'informations que nous absorbons, je peux vous garantir que nous passons à côté de beaucoup d'événements, forcément, parce qu'on ne va jamais pouvoir capter l'ensemble de l'information. Voilà. Donc toi, Isabelle, au niveau justement de cette sphère privée, professionnelle, quel est ton retour en fait d'expérience par rapport à ça? Les contacts que j'ai, par exemple, sur LinkedIn, Oui. ce sont souvent les chefs d'entreprise ou les DRH, et je m'aperçois qu'ils sont connectés anytime, hein. Ils répondent souvent à des heures très tardives, le soir. Je ne suis pas sûre qu'ils aient une grosse déconnexion, en fait, hein. Oui, tout à fait. Le dirigeant, absolument. Le salarié, ça va être, je pense qu'au départ, c'est plutôt c'est plus de dire, ok, je pose mes limites, même si derrière, je sais que je vais faire, et je vais peut-être répondre plus tard, parce qu'à un moment, je vais y prendre, encore une fois, plaisir, je me prends au jeu. Je pense qu'au départ, c'est plus une mesure de méfiance, de dire, je ne connais pas forcément, donc si je ne connais pas, j'ai peur d'y aller, et je veux tout de suite fixer mes limites qui me rassurent, en fait, qui rassurent ma zone de confort. Complètement. Si la communication lui plaît, il ira voir quelle que soit l'heure ou le jour. Oui, tout à fait. Parce qu'il sait qu'il va y trouver un intérêt. Exactement. Donc c'est là où derrière il y a une vraie, là, il y a une petite, voilà, un côté rassurant à voir au départ en disant tout se passera bien, ça n'explosera pas. Et puis ça permet ensuite, voilà, comme dit, de lui permettre de prendre ses marques. Au niveau réseaux sociaux, on l'évoquait un petit peu plus haut. On va voir si ma slide. Bon, on a l'air de coincer. Ah, un petit bug de presse. Alors, Ça bloque. désolée, ça arrive. Ouais, ça bloque. J'arrive, mais j'ai une slide qui bloque. Sinon, j'ai une question Oui. qui est arrivée de Jacques Borg. Le social selling est-il plus efficace avec les entreprises matures en termes de management et d'organisation ou est-ce indépendant de ce paramètre? Moi, j'ai envie de dire, alors, pour ma part, il n'y a pas forcément, j'ai pas forcément vu une efficacité voilà, supérieure avec des entreprises qui sont extrêmement organisées, parce que le temps, finalement, il y a déjà une organisation en place, d'une part, et comme on va avoir, si tu veux, une structure déjà très en place, on a du mal à la faire bouger et agir en agilité. Pour quelqu'un qui a envie d'y aller, qui n'est pas forcément structuré, plus à l'écoute de mettre en place voilà, une structure agile pour justement se développer. Donc voilà, moi, j'ai pas forcément eu ce ressenti-là, en tout cas au travers voilà, de mon expérience. Isabelle, peut-être que tu peux compléter. Moi, les ETI sont souvent des entreprises matures, hein, parce qu'elles ont un Ouais. grand nombre d'années, mais pour moi, ça n'est pas lié. C'est-à-dire, elles peuvent être très bien organisées et ne pas avoir forcément développé un réseau LinkedIn suffisamment puissant. Enfin, c'est tout à fait complémentaire. Est-ce que ça répond Nous prenons un... Oui, je pense que c'est bon. Je n'ai pas de remarques, donc on peut... D'accord. Si ta présentation s'est Écoute, non, attends, ça continue à bugger. Je n'arrive plus en fait à passer les slides. Attends. Ouais. On connaît. Je sais, on est habitué maintenant. Ouais, moi ça bug. Je veux bien. Attends, je vais tenter de. Alors attends, on va voir où tu étais. Je vais reprendre le relais sinon. Ouais, je suis désolée, mais là, effectivement, ça bug chez moi. Donc tu étais sur la slide. Tant que j'identifie la révolution digitale avec le faux mot. OK. Est-ce que là, on va voir si ça repart ou pas? Non. Chez moi, ça repart pas. OK, bah écoute, on va faire la chose suivante. Tac. Arrive à partager, toi? Oui, enfin, je Nickel. pense. Allez. Je prends le relais. Super. Merci Jean-Marc. Notre voix off. Alors, normalement, on doit être sur Super. le même slide. Maintenant, je passe la suivante. Passe la suivante. Est-ce qu'elle est visible? Attends. Ah ouais, c'est bon. Pour moi, elle est visible.
Bah, vas-y. C'est parfait. Donc, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, le côté comprendre les médias sociaux, c'est aussi interpréter en fait son message en fonction du canal. Donc là, vous avez une bonne représentation finalement des différentes manières de communiquer sur un même sujet. Facebook, voilà, j'aime le café. Twitter, Donald Trump a bu un café. LinkedIn, je suis un spécialiste et expert en café. Instagram, visuel, une image vaut 1000 mots. Voici une photo vintage de mon café. Là, j'ai un petit Pinterest. Pinterest, j'ai la petite main qui me gêne, donc je n'arrive plus à lire. Faites des recettes de Ouais, c'est café ça. avec du café. Voilà, exactement. Donc c'est là où derrière, vous voyez que sur une réflexion digitale et un déploiement de stratégie, on ne va pas communiquer le même type de message en fonction du canal, puisqu'on ne touche pas les mêmes cibles. Encore une fois, c'est là où il y a une réflexion à avoir. C'est pas de se dire j'envoie du contenu pour occuper l'espace numérique, mais comment aujourd'hui je vais être en mesure justement d'intéresser ma cible en fonction du canal que je vais utiliser. Donc là aussi, c'est vraiment avoir cette réflexion en amont de comment je vais développer mon identité de marque, mon chartage graphique, mon message, et qu'est-ce que j'ai envie de donner, quelle image de marque j'ai au travers des différents canaux. Donc ça se fait finalement s'interroger sur son persona, son client type, et sur la stratégie, vraiment en tant que telle, qu'on va pouvoir dessiner au travers du canal digital. Isabelle, tu voulais rajouter quelque chose au niveau message? Non, rien à ce niveau, non. D'accord. Alors, tu peux passer à la suite. Donc là, je vous ai mis pareil, ce qui se passe aujourd'hui, en 2020, en 1 minute sur le net. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez regarder, donc qui mêle un peu la globalité finalement, les réunions en ligne, les webinaires, ce qui va se passer sur les marketplaces, ce qui va se passer aujourd'hui sur différents réseaux sociaux. Voilà. C'est intéressant de voir un petit peu quels sont vraiment les canaux aujourd'hui qu'on priorise et comment est-ce qu'ils sont utilisés finalement dans le temps. Ça donne un paysage global. C'est une source que j'avais trouvée sur Statista, donc vous retrouverez finalement le petit contenu, le texte qui peut aller avec. Au niveau de la slide suivante, c'est de vous donner une idée, parce que c'est souvent une question qui m'a été posée, combien de temps va durer mon contenu et sur quel réseau je dois positionner un contenu qui dure, etc. On n'a pas la même, effectivement, on n'a pas la même durée. Un contenu ne vit pas de la même manière sur chaque réseau. Et c'est vrai qu'en fonction du réseau que vous allez choisir, il y a une rapidité de l'information. On prend le plus court sur Twitter, un tweet dure 5 heures, on dit plutôt 15 à 20 minutes. Là, peut-être que s'il est retweeté, il va durer un peu plus, mais en général, c'est très, très éphémère. Facebook, si vous n'avez pas interagi sur une publication qui passe, elle disparaît au bout d'effectivement un quart d'heure, 20 minutes. C'est très rapide. Instagram, on peut faire durer effectivement un contenu beaucoup plus longtemps. Et on a également la story qui peut aider puisqu'elle appuie cette visibilité. LinkedIn, on est sur 24 heures, mais un contenu qui va être viral, qui va être partagé, commenté, peut revenir dans votre fil d'actualité jusqu'à 7 jours. Donc, d'où l'intérêt, encore une fois, d'être sur une stratégie vraiment de contenu. YouTube, on est sur de la vidéo, donc là, sur un partage qui dure beaucoup plus longtemps et qui, encore une fois, en fonction du repartage et de l'engagement, va pouvoir avoir une durée de vie plus longue. Pinterest, donc les épingles durent 4 mois. Donc c'est vrai qu'elles sont visibles beaucoup plus longtemps de manière organique. Et elles sont visibles, pourquoi? Parce qu'on les recherche aussi par mots-clés plus facilement. Et le blog, ça c'est votre site. Donc sur le blog, on a des articles qui vont être forcément référencés avec des bons mots-clés choisis. Ça peut durer dans le temps jusqu'à à peu près 2 ans. Voilà pour la durée des contenus. Alors, c'est une durée qui va varier en fonction du moment auquel on va poster le contenu, de la typologie du contenu, de l'environnement global. Donc, tout ça est toujours à prendre, encore une fois, avec une certaine mesure. Et c'est de faire vos tests. Hein. Là, je vous invite vraiment à
à faire vos tests aussi, à dire tiens, il n'est pas question de poster son contenu à 30 parce que il faut faire ces tests et puis voir un petit peu comment votre cible s'engage. Voilà, sur le contenu. S'il n'y a pas de remarques particulières, Isabelle, on peut continuer. Donc, intégrer… Ah non, moi, je vais rajouter qu'effectivement, on peut vraiment voir une différence entre un contenu qui va être diffusé sur la page LinkedIn, par exemple, et qui ne va pas être, dont l'information ne va pas être relayée, et quand cette information va être partagée, l'impact n'est pas du tout le même. Et on s'aperçoit vraiment aujourd'hui qu'il est très, très important de partager les informations que l'on trouve pertinentes pour qu'effectivement les autres membres ou les autres, les autres adhérents puissent effectivement profiter et avoir cette information qu'on a envie de partager. Clairement. Oui, c'est sûr que ça revient dans le fil beaucoup plus facilement et d'une manière beaucoup plus prononcée quand c'est partagé. D'où l'intérêt, hein, encore une fois, c'est très cercle vertueux, mais d'où l'intérêt de vraiment sensibiliser au partage et à l'interaction. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le prérequis. Donc, au niveau d'intégrer une stratégie de social selling dans sa stratégie globale. Donc, je suis repartie d'un point voilà, qui a été assez inédit cette année, notamment la partie confinement. En mars 2020, quand on a eu cette situation, on a été confronté à cette situation inédite, forcément les usages Internet ont augmenté pour la plupart des internautes en France et on a dû faire face finalement parfois même à des vrais enjeux au niveau connexion à distance, etc. On a pu être aussi pénalisé par rapport à ça parce qu'on n'avait pas forcément prévu, on n'était pas prêt à absorber une telle intensité de connexion à distance. Donc tout a démarré un petit peu à ce niveau-là. Le nombre d'internautes, hein, c'est vrai que ça c'est quelque chose de fondamental. Les trois autres raisons, donc ça c'est la slide suivante, Jean-Marc. Super, donc les internautes se renseignent avant d'acheter, on l'a vu avant, donc c'est vrai qu'on va être… on est sur un nombre très fort de consommateurs qui vont faire une recherche en ligne, que ce soit en entreprise ou un particulier, un consommateur comme vous et moi, parce que la majorité de la population est présente sur les réseaux sociaux, et oui, on en fait un usage professionnel ou personnel, mais en tout cas, on se connecte au réseau, on cherche l'information sur le canal digital, et on voit de plus en plus justement que même les journaux, la presse, se digitalisent. On a certes une partie de la communication qui reste papier, mais on a aussi beaucoup d'informations qui sont maintenant digitalisées. Et aujourd'hui, dans un souci d'économie de budget, parce que le coût d'acquisition d'un lead, il est beaucoup moins élevé sur le net que sur une communication classique. C'est vrai que sur un encart, voilà, une présence à un salon, même si elles peuvent être nécessaires, on peut trouver un modus vivendi finalement en se connectant plus facilement via un canal digital et en réduisant peut-être un budget aujourd'hui sur du présentiel qui ne rapporte pas forcément… qui ne rapporte pas forcément un retour sur investissement suffisant pour couvrir les frais. Et Isabelle, tu veux peut-être toi donner un peu ton avis par rapport justement aux événements, parce que dans le contexte, on avait quand même pas mal d'événements sur le club des ETI. Alors, effectivement, on a des événements qui, pour nous, effectivement, c'est ce que je disais en début, pour nous, il est vital d'avoir des interactions constantes avec les adhérents, pouvoir les informer sur ce que le club organise pour qu'ils puissent s'y inscrire s'ils sont disponibles. Et derrière, ça nous permet également de montrer la dynamique du club. C'est beaucoup plus facile d'atteindre effectivement le public concerné grâce à notre page LinkedIn, par exemple, et de donner envie à des potentiels adhérents de nous rejoindre et de participer aux événements qu'on va leur proposer. Oui, donc du coup, c'est vrai que quand on loupe, enfin, entre guillemets, quand on voit un événement s'annuler, c'est vrai une tendance à vouloir peut-être rattraper aussi, pas perdre le lien et utiliser le canal digital.
dans cette partie-là. Au niveau du cadencement, en fait, de la mise en place du social selling, je dirais, moi, j'y ai identifié 8 points que j'aime bien mettre en… Mais encore une fois, en fonction de votre activité, de votre stratégie, voilà, c'est de dire, tiens, le dirigeant donne un premier souffle, parce qu'il faut qu'il, lui, il est, même s'il n'assoit pas forcément une présence et qu'il n'a pas envie de le gérer, lui, ce que j'entends, parce qu'il n'est pas affecté à ça, il a besoin quand même de donner un premier souffle pour dire à ses salariés, j'ai besoin de vous, il y a le collaboratif et c'est important que vous vous impliquiez. Et ça, c'est vraiment, ça va de pair. Donc, aligner les ventes et le marketing, parce que c'est deux sujets et deux piliers fondamentaux dans une entreprise. Le commercial pour générer de la vente, le marketing, passer le bon message, le bon argumentaire. Donc, c'est fondamental de pouvoir aligner les deux. Définir une stratégie, parce que là aussi, quand on l'a vu tout au long de notre intervention, on ne se dit pas un matin, je vais faire du digital et puis j'envoie des publications tous azimuts. Il faut une cohérence, apporter une cohérence, construire voilà, son environnement, son identité de marque, voilà, son message. C'est vraiment des piliers fondamentaux. Construire, former et déployer avec son équipe, puisque c'est avec l'équipe que vous réussirez, c'est le collaboratif, le partage. On a aussi, au travers du témoignage d'Isabelle, ce point important. On le voit quand la com, elle est partagée, quand on joue le jeu. Déjà, c'est plaisant parce qu'il y a une reconnaissance du travail. Et derrière, il y a une visibilité qui est beaucoup plus forte. Donner et engager, oui, parce que si vous donnez, vous recevrez, forcément. N'attendez pas, ne faites pas les choses pour attendre absolument un retour, mais donnez. Le retour se fera naturellement. Soyez tel que vous êtes dans la vie de tous les jours. Voilà, écoutez, donnez et restez finalement vraiment égal à vos valeurs. Mesurer et suivre, parce que c'est important de voir justement comment interagit votre cible. Prenez la mesure des statistiques, prenez aussi la mesure des retours prospects clients que vous avez, et en fonction, vous allez pouvoir ajuster. Ajuster la stratégie tant bien sur du visuel, sur un canal, sur l'ajout, la suppression d'un support qui ne fonctionne peut-être pas comme espéré. Mais encore une fois, il n'y a pas de stratégie toute faite et juste dès le premier tour. Elle s'ajuste au fur et à mesure de votre déploiement, clairement. Et donc, on en vient maintenant à se poser effectivement les bonnes questions sur le fondement de sa stratégie. Donc, pour les entreprises qui n'ont pas encore développé de stratégie de social selling, voilà, est-ce une opportunité aujourd'hui pour le dirigeant d'élever son équipe à une prise de conscience de l'enjeu collectif? Oui, c'est clairement aussi une façon de pouvoir s'impliquer tous ensemble et à même niveau hein, sur vraiment un sujet qui est aujourd'hui de première ligne. Avez-vous défini donc les stratégies qui vous engagent dans cette voie et le suivi des objectifs par des indicateurs? Donc c'est voilà, je sensibilise, je donne le premier souffle, je forme et derrière voilà, je donne des objectifs et je suis. Savez-vous ce que vous êtes prêt à donner et à partager sur les réseaux? Posez-vous cette question vraiment fondamentale et peu importe encore une fois le secteur ou autre, qu'est-ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce que j'ai envie de donner? Comment est-ce que j'ai envie d'être constructif et d'apporter quelque chose à ma cible? L'important, c'est toujours de se dire, voilà, quand vous avez un retour, c'est est-ce que j'ai apporté à ce moment-là une information, une valeur ajoutée qui a pu être utile à la cible à laquelle je m'adresse. Voilà. Et pour les sociétés qui sont déjà présentes, qui sont en phase 2, quel serait votre retour voilà, en 4 mots-clés? Donc, posez-vous la question, voilà, en 4 mots-clés, si je dois décrire ma stratégie, comment je l'appréhende? En fonction de quelle stratégie pensez-vous faire évoluer votre présence? Voilà, c'est un peu je remets un petit peu les compteurs à zéro et je refais un petit tour d'horizon pour voir comment je peux passer en phase 2, en phase 3 et quelles expériences pouvez-vous retirer voilà, de ces premiers mois, de ces premières années de présence. Quels ont été les succès? Quelles sont les choses à optimiser? Voilà, donc comment est-ce que derrière je peux faire un petit peu le retour sur investissement humain et de business sur ma stratégie de social selling. Donc ça, c'est voilà, sachant que ce sont des stratégies, et important de le dire, qui se développent sur du moyen long terme. C'est vraiment des retours qu'on va pouvoir appréhender sur, on va dire, 6 mois, 1 an. Mais c'est pas quelque chose qui va donner du retour immédiat en 15 jours.
Et enfin, pour terminer cette approche, si on doit en retenir des points voilà, essentiels, donc le social selling se construit d'après vos fondements, c'est un apprentissage, donc pas de stratégie définie, je le dirais, je le redirais parce que c'est important, mais du jour c'est quoi la stratégie miracle? Eh ben, il n'y en a pas, c'est le travail et la régularité. Ça ne remplacera jamais le réel, on a besoin de se rencontrer, on le voit aujourd'hui plus que jamais, dans un contexte où parfois on a des difficultés pour se rencontrer, la visio ne fait pas tout, c'est bien de pouvoir garder le lien de cette manière, mais on a besoin de passer du virtuel au réel, donc c'est un point fondamental de pouvoir aussi échanger et rencontrer votre interlocuteur qui peut d'ailleurs, ça crée un lien. Ça crée un lien et ça vous permet de recueillir des informations que vous ne recueillez peut-être pas justement en visio ou à distance. Les réseaux sociaux accompagnent votre processus de vente, accompagnent votre stratégie d'identité, mais ne constituent pas un canal de vente en soi. On ne va jamais signer un business à l'écrit comme ça sur LinkedIn, pour donner l'exemple, parce que le digital est miraculeux. C'est vraiment plusieurs steps. C'est une prise de contact qui doit générer derrière un rendez-vous, qui permet après de dessiner peut-être des collaborations ensemble. Et une bonne démarche de social selling, ça doit être un cercle vertueux. Vous imaginez comment vous créez du lien entre votre entreprise, les services que vous allez proposer et tout votre écosystème, votre environnement, les partenaires, les collaborateurs, tout ce que vous allez pouvoir intégrer. Voilà. Je terminerai en disant que ne pas le faire juste pour le faire, hein, encore une fois, c'est pas la tendance, c'est pas juste une tendance du moment, ou d'occuper l'espace numérique, ou de dire, il faut que j'y aille parce que mon concurrent il y est, il faut absolument que je fasse comme lui. C'est prendre le temps, si vous ne vous sentez pas aujourd'hui en mesure de dessiner cette stratégie seule, de consulter en externe parce qu'il y aura un regard objectif, des questions peut-être innocentes qui vont vous être posées, mais qui vous pousseront peut-être en dehors d'une zone de confort ou qui vous donneront des clés, tout simplement. Et laissez-vous aussi guider par votre bon sens. Mettez du sens dans votre stratégie. C'est après tout votre histoire, c'est votre ADN. Donc, tenez le sens aussi de vos actions. Si vous y mettez du sens, si vous y mettez une cohérence, vous vous y retrouverez. Voilà. Donc, c'est vraiment, ça doit correspondre à ce que vous êtes, à votre identité, à ce que vous recherchez finalement au travers de la démarche. Donc, c'est un objectif qu'il faut vous fixer en amont. Voilà pour cette approche. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Isabelle, je te laisse compléter par rapport au dernier point, hein, par rapport à la construction du message. Hein. Complètement. Moi, effectivement, on n'aurait pas pu. De toute façon, nous, on a un avant et un après l'accompagnement au social selling, hein, puisque il existait une page LinkedIn du club où une fois de temps en temps, on allait communiquer sur un événement ou une communication par rapport à un adhérent, par exemple. Et on a vraiment vu la différence quand on a réfléchi sur une stratégie bien précise de quel est le message qu'on voulait faire passer, comment on voulait le faire passer, comment on voulait le partager et surtout comment on voulait le diffuser et être sûr que l'information soit vraiment bien relayée. Et on voit aujourd'hui une vraie différence entre avant cet accompagnement que nous n'avions pas et maintenant qui nous permet d'être beaucoup plus visible mais toujours avec l'idée de départ tu parlais d'ADN et d'histoire. On veut vraiment rester dans un créneau bien particulier et ne pas s'éparpiller par rapport à ce que le club veut faire passer comme message. Ouais, je pense que c'est très important et puis c'est ce que tu dis justement pour tout simplement réfléchir au message, on va peut-être réfléchir à un message de base et puis au fur et à mesure, on va affiner le message tout simplement parce qu'on se rend compte des retours, peut-être des petites imperfections, des choses encore à améliorer parce qu'on se dit tiens, on pourrait développer l'engagement d'une autre manière. C'est tout ça la réflexion stratégique. C'est que même au bout d'un mois et demi, on peut déjà recadrer des choses et puis actionner des leviers un peu plus forts parce qu'on est chacun attentif et parce qu'on est là pour s'apporter encore une fois toujours une amélioration continue sur le sujet, en restant bien sûr dans son ancrage et ses valeurs. Qu'on peut retenir en tout cas de toute l'information qu'on peut avoir sur ces stratégies social selling, digital, c'est vraiment de se dire bon ben
Aujourd'hui, ce qui est important, c'est avant tout de rester soi-même, de rester ancré dans ses valeurs, son ADN, son message, et d'être capable justement de donner cette information, prendre de la hauteur, analyser, et puis affiner au fur et à mesure. Et c'est le travail, la régularité qui va ancrer la visibilité, la présence. Voilà. On avait une question oui. sur LinkedIn. Y a-t-il un jour de la semaine plus propice pour contacter un prospect, une heure préférentielle dans la journée, plutôt le matin, plutôt la pause de midi, etc. C'est quoi le retour d'expérience? Alors, non. Pour moi, il n'y a pas d'heure particulière de prise de contact ou autre, puisqu'encore une fois, on a cette possibilité de contacter les personnes, on va dire, je dirais, en dehors des heures classiques. L'idée, c'est pas forcément d'envoyer des messages à 1h du matin, mais après, si vous êtes en décalage ou autre, voilà, pourquoi pas. Mais je vois les retours que je peux avoir et ce que disait Isabelle également. Moi, j'ai souvent des messages qui vont arriver à 23h30, minuit, quand les gens ont le temps de répondre. Ça ne me choque pas, parce que derrière, c'est un message, c'est pas invasif. Donc, je dirais, là aussi, faire une prise de contact parce que vous êtes plus disponible en fin de journée ou en... C'est pas... Il n'y a rien de choquant en fait. Je pense qu'il faut, en fonction de sa cible, en fonction des habitudes qu'on va prendre, de se dire tiens, il y a une petite régularité à mettre en place, je vais faire un petit peu de prise de contact 1 heure tous les 2 jours par exemple. Une fois que vous avez pris votre pli, je dirais la cible, votre contact et votre interlocuteur peut répondre quand il le souhaite. Donc, il n'y a pas ce côté, on va dire, invasif ou de contrainte horaire par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose pour moi, on peut vraiment y aller comme on le souhaite finalement, un petit peu aussi en fonction de son intuition et du temps qu'on va s'octroyer à cette prise de contact. Ok, bon, moi, j'ai pas d'autres questions. Je sais pas si quelqu'un en a. Dans le canal chat, non. Non, pour l'instant, on est dans le timing. Hein. On a tenu en 1 heure, c'est parfait. Hein. Parfait. Hein. Donc, en tout cas, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, si il y a des questions, vous pouvez tout à fait me solliciter via LinkedIn, sans problème. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence, pour votre participation. Merci beaucoup à Isabelle d'avoir apporté aussi son retour d'expérience vraiment sur le terrain digital. Et c'est important de pouvoir avoir aussi ta vision, qui est vraiment qui donne un mouvement et une tendance au niveau digital dans tout le déploiement. Et merci beaucoup à Jean-Marc de permettre en tout cas qu'on puisse tous se retrouver et participer à ce type de webinaire qui nous permettent là aussi d'apporter chacun finalement un retour d'expérience au travers des situations qu'on va vivre quotidiennement. Je précise que la vidéo sera effectivement disponible en replay. En principe, début de la semaine prochaine, quand la série des 15 webinaires sera terminée, on proposera une collection de liens vers l'ensemble des webinaires, y compris pour les intervenants qui l'ont autorisé la diffusion de la présentation au format PDF. D'accord. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Isabelle et Lauriane pour, avec plaisir. pour votre présentation. Et très bonne fin de journée pour ceux qui nous rejoignent demain matin. Donc, on démarre à 9h avec Teams demain matin. Voilà. Super. Merci à tous encore une fois. Bon après-midi. Bon déploiement. Merci. Bon après-midi.